Enquête spéciale vous propose dans cet épisode un des cas d'enlèvement d'extraterrestres les plus connus au monde, celui de Travis Walton. Voici son histoire. Les faits se sont déroulés le 5 novembre 1975 dans la forêt de Seed Grave, dans l'Arizona. Travis Walton et ses 6 collègues étaient bûcherons. Et venaient de finir leur journée de travail. Il était 18 heures, le soleil venait de se coucher. Les 7 hommes prirent place dans le pick-up pour rentrer chez eux. 10 minutes plus tard, leurs regards sont attirés par une lumière à travers les arbres à une centaine de mètres d'eux. Intrigués, ils décident de rouler en direction de la lumière. Soudain, devant leurs yeux, au milieu de la forêt, se tenait une soucoupe volante. Le conducteur du pick-up, Mike Rogers, arrêta le camion et Travis Walton décide de sortir pour s'approcher de la soucoupe volante. Malgré les mises en garde de ses collègues, Travis décide d'aller voir de plus près. L'engin était stationnaire, planant au-dessus des arbres. Il était surligné de couleur or et bleu. L'engin avait un diamètre de 15 ou 20 pieds. Aucun son ne pouvait s'entendre. Mike appela à nouveau Travis afin qu'il revienne dans la camionnette. Mais Travis reste là, devant l'engin, figé et impressionné par le spectacle qu'il avait devant lui. Soudain, un coup de tonnerre surgit de la soucoupe, qui commença à vaciller de droite à gauche. En quelques secondes, un éclair bleu-vert frappe Travis, qui lui fait faire un saut en arrière de 10 pieds. Travis s'écroule sur le sol. Pris de panique, les 6 hommes rallument le pick-up et partent à toute allure, en laissant Travis allongé sur le sol. Au bout d'une centaine de mètres, le conducteur, Mike, pris de remords, décide de faire marche arrière afin d'aller chercher Travis. De retour sur les lieux, la soucoupe volante avait disparu. Éclairée par les phares du camion et une lampe de torche, les 6 hommes, groupés, ont cherché toute trace de Travis. Sans succès. Travis Walton reste introuvable. Après de longues minutes de recherche, les 6 bûcherons décident de rentrer au village afin de prévenir les autorités. Aussitôt prévenus, les autorités locales lancent des recherches pour retrouver Travis Walton. Durant 4 jours, des battues sont réalisées afin de trouver toute trace de Travis. Très vite, les autorités ne croient pas en la version de l'enlèvement extraterrestre et pensent que les 6 collègues de Travis veulent dissimuler son assassinat. Le 9 novembre, 4 jours après la disparition de Travis, le shérif décide de les faire passer au détecteur de mensonges. La personne chargée de réaliser le test, C. Gilson, était l'une des meilleures de l'Arizona. Durant l'examen, 5 des collègues de Travis ont passé le test. Le dernier, Allen Davis, a refusé. Les résultats du détecteur de mensonges sont sans appel. Ils disent tous la vérité. Le lendemain, le 10 novembre, le beau-frère de Travis reçoit un appel en PCV. Il s'agit de Travis, qui l'appelle depuis une cabine téléphonique. Il le retrouve en état de choc, amaigri et déshydraté. Un médecin examinera Travis et confirmera son état de choc et de déshydratation. Voici le témoignage de Travis Walton. Après que l'éclair m'ait touché,
J'ai senti le vide et le noir m'envahir. La première lueur de conscience fut une sensation de douleur. Oh mon Dieu, je serrais les dents contre l'agonie. La douleur atroce m'a fait à nouveau perdre connaissance. Je me sentais mal, brûlé de partout, même à l'intérieur de moi. J'étais couché sur le dos, un goût amer et métallique dans ma bouche qui était sèche. J'avais très soif. J'ouvris lentement les yeux, j'y voyais flou. Petit à petit, ma vision s'est éclaircie. Je sentais une sorte de lumière au-dessus de moi, et j'aperçus un luminaire rectangle au plafond. Le plafond était proche de moi, alors j'en ai conclu que j'étais allongé sur une table d'une certaine hauteur. Quel endroit bizarre! Où suis-je? Puis soudain, je me rappelle, la forêt, la soucoupe volante, l'éclair. Mais où suis-je? Oh mon Dieu, je suis à l'hôpital. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Du coin de l'œil, je regardais mon corps allongé. J'étais toujours habillé avec mes vêtements de travail. Je pouvais voir les figures floues des médecins, penchés sur moi, avec leurs masques blancs et leurs casquettes. Ils portaient des blouses chirurgicales, inhabituelles, orange. Je ne pouvais pas voir leur visage clairement. Brusquement, ma vision s'est éclaircie. L'horreur soudaine m'envahit et j'ai réalisé que je n'étais certainement pas dans un hôpital. Je voyais le visage d'une horrible créature. Il me regarda fixement, avec d'énormes yeux bruns lumineux de la taille de quartz. Ils étaient trois autour de moi. Pris de panique, j'en ai poussé un avec mon bras et je suis tombé de la table. Je me suis appuyé sur le fond du mur tout en regardant ces entités horribles. Ces trois êtres commencèrent à s'avancer lentement vers moi, les mains tendues. J'ai crié « Restez là où vous êtes !» Ils s'arrêtèrent. Ils étaient à 5 pieds de moi. Ils avaient une forme humanoïde, de jambes, de bras, 5 doigts à chaque main, et une tête avec l'arrangement humain normal de fonctionnalité. Mais au-delà du contour, toute ressemblance avec l'homme était terriblement absente. Ils étaient couverts de blanc. Ils portaient des combinaisons souples. Leur tête était chauve et disproportionnée par rapport à leur corps. Ils avaient des yeux incroyables. D'un coup, ils se sont tous les trois retournés et sont sortis de la pièce, empruntant un couloir sur la droite. Je regardais vers la porte de peur que les étrangers reviennent. Et je me suis dit qu'il fallait que je sorte d'ici. Alors je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé les extrémités du couloir. Les étrangers étaient partis vers la droite. Alors je suis parti sur la gauche. J'ai longé le couloir, une pièce était ouverte. Alors j'y suis rentré, pour y trouver une sortie. La pièce était totalement vide. Il y avait juste un fauteuil dans le centre de la pièce. J'ai voulu m'approcher du fauteuil, et plus je m'approchais, plus la pièce devenait sombre. Si je reculais, la pièce redevenait normale. Il y avait des boutons autour du siège. Alors j'ai décidé d'activer les boutons, en espérant que l'un d'entre eux ouvrirait une porte. Mais rien ne se produisa. Tremblant, je me suis assis sur le siège, et j'ai posé ma main sur la poignée qui ressemblait à un levier. J'ai tourné le levier vers l'avant. Je me suis soudainement senti désorienté. Alors j'ai rapidement enlevé ma main du levier. Ce fauteuil devait certainement servir à piloter cet engin. Soudain, j'ai entendu un bruit léger qui provenait du couloir. Je me suis levé du fauteuil. Et là se tenait sur le pas de la porte un être humain.
J'ai couru vers lui, lui posant toutes sortes de questions. Mais l'homme est resté silencieux. Puis il m'a pris fermement, mais doucement mon bras, et m'a fait signe d'aller avec lui. Il portait un casque. Il était extrêmement musclé et très bien proportionné. Il portait un costume bleu moulant ressemblant à du velours. Nous sommes sortis de la pièce, empruntant le couloir. Puis une porte s'est ouverte. Nous étions dans une grande salle. L'air frais dans cette salle était agréable. Cette salle était immense, et dans le fond il y avait 3 soucoupes volantes, comme celles qui étaient dans la forêt. Nous avons traversé cette grande salle. Puis l'homme m'a escorté dans une pièce. Mon intérêt a été immédiatement porté sur 3 autres humains. 2 hommes et une femme se trouvaient autour d'une table. Ils étaient tous vêtus d'uniformes bleu velouté. Les 2 hommes avaient la même musculature. Et la femme était aussi très bien proportionnée, avec les mêmes courbes qu'une femme normale. Leur peau était lisse et sans défaut. Je les ai implorés de me dire où est-ce qu'on était. Et quel était cet endroit? Ils ne m'ont pas répondu. Un des hommes et la femme se sont approchés de moi et m'ont pris chacun un côté de bras, puis m'ont amené vers la table. J'ai coopéré. Et de toute façon, j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. J'ai commencé à protester. J'ai vu que la femme avait un masque d'oxygène dans les mains. Et ce masque était relié à aucun tuyau. Elle pressa le masque sur ma bouche et mon nez. J'ai voulu me débattre, mais je suis rapidement devenu faible. Ma tête a commencé à tourner, puis le noir m'a envahi. Quand j'ai repris conscience, j'étais sur le sol froid, sur la route des Bears en Arizona. J'étais couché sur le ventre. L'air froid m'a instantanément réveillé. J'ai levé les yeux et j'ai eu le temps de voir une lumière. C'était la soucoupe volante qui était au-dessus de moi. Elle est restée quelques instants au-dessus de ma tête. Puis la seconde d'après est partie à la verticale d'une vitesse phénoménale. Je me suis levé, j'ai regardé autour de moi et j'ai reconnu les lieux. J'étais sur la route qui menait au canyon des Bears. J'ai couru sur la route déserte, jusqu'à une station-service qui était elle aussi déserte. Puis j'ai trouvé des cabines téléphoniques et j'ai appelé ma sœur. C'est mon beau-frère qui a répondu. Il était minuit 5. Il m'a demandé où j'étais. Puis il a dit qu'il venait me chercher. Et quelques minutes plus tard, mon beau-frère et Douane sont venus. Ils m'ont aidé à monter dans la voiture. Ils étaient contents de me voir. J'essayais de leur parler de ce qui m'était arrivé. J'ai regardé l'heure. Il était minuit passé. J'ai dû avoir été inconscient pendant quelques heures. Je me rappelle avoir passé 1 ou 2 heures dans la soucoupe volante. Dwayne m'a dit doucement, « Travis, tu as été absent pendant 5 jours. » Voici le récit du témoignage de Travis Walton. Travis, lui aussi, est passé au détecteur de mensonges et il disait la vérité. En 1993, C. Gilson a eu l'opportunité de faire passer le test du détecteur de mensonges au dernier de la bande, Allen Dallis. Il disait lui aussi la vérité. D'après les experts, il est impossible que cette personne puisse tromper un détecteur de mensonges sur une même histoire. Après cette expérience, Travis Walton a écrit un livre en 1978, The Walton Experience, qu'il a réédité en 1996 sous le titre Fire in the Sky. Un film du même nom est sorti en 1993 par Robert Lieberman, qui s'est inspiré de son histoire. Depuis 1975, Travis Walton et ses collègues n'ont jamais changé le récit de leur histoire. Law enforcement officials say they are treating this case as a missing person.
For now, officials do not suspect foul play. The area around Heber is full of deer hunters this time of year. If Walton is there, searchers believe he will be found. If he is not found, his disappearance will remain what it is now.